Oui, bonjour. Donc, nous sommes en direct de l'AMF avec Monsieur Barouin, donc président de l'AMF, et Monsieur Asselin, président de l'INTEC, donc l'Union nationale des économistes de la construction. Alors, ma première question portera en fait sur un sujet qui est hautement d'actualité, à savoir le budget des communes. Où en est-on? Quels sont les risques que vous voyez qui sont encourus si les dotations aux collectivités locales sont de fait réduites? Ce qui est proposé est évidemment une mesure inédite et sans comparaison et sans équivalent, puisque l'État propose entre 2014 et 2017 une chute de 30% de l'argent qu'on appelle les dotations aux collectivités locales, mais qui est en réalité de l'argent public que l'État doit aux communes, c'est-à-dire aux administrés, pour financer et mener à bien des politiques publiques que l'État a déléguées justement à ces communes. Pour avoir quelques chiffres, mais qui parlent, cette baisse de 30%, ça représente un stock cumulé de 28 milliards. 28 milliards, c'est plus de la moitié d'une année d'investissement dans un grand pays comme la France. Ça veut dire qu'on estime globalement à moins 30% d'investissement public d'ici 2017. 2017, c'est demain. Moins 10% d'investissement public dans un pays comme la France, vu son modèle économique, qui s'appuie sur la consommation et sur l'investissement. C'est 0,2 points de croissance. Ça veut dire que dans les 2 années qui viennent, il peut y avoir 0,6 à 0,8 points de croissance en moins liés à cette décision. Ça veut dire qu'il peut y avoir des dizaines de milliers d'emplois menacés de disparition, de suppression dans le bâtiment et les travaux publics. On estime de l'ordre de 60 000 à 80 000. Et ça veut dire naturellement que derrière sont des choix redoutables pour les élus, soit une augmentation de la fiscalité, mais contradictoire avec la baisse des prélèvements obligatoires voulus au niveau national par l'État. Ça veut dire des services publics de proximité qui vont soit fermer, soit être très largement diminués dans leurs prestations. Donc un affaiblissement aussi des positions de la cohésion sociale, puisque c'est également notre rôle. Et sur l'investissement, j'en ai parlé. Et là, c'est une contradiction avec l'Europe qui veut relancer la croissance avec le soutien à l'investissement public et qui fait que la deuxième économie européenne, c'est-à-dire la France, elle va se voir amputée d'une bonne partie de son investissement public, car, et c'est le dernier point, 70% de l'investissement public dans un pays comme le nôtre est porté par les collectivités locales et singulièrement les communes et l'intercommunalité. Donc à votre question, comment se présente le budget? Très mal. Monsieur Asselin, je crois que c'est aussi un point qui inquiète les économistes de la construction. Alors ce point pour nous, effectivement, la baisse de dotation de l'État aux collectivités territoriales est une inquiétude, une angoisse pour nos petites entreprises qui irriguent tout le territoire français. Et comme le disait le président Barouin, c'est l'économie locale qui est directement impactée, et notamment le tissu social local. Et le mal a déjà commencé, déjà depuis plusieurs années. On a eu nombre de nos adhérents qui ont de réelles difficultés, ne pas se payer pendant plusieurs mois pour garder leurs salariés. Donc c'est une réelle angoisse à l'heure actuelle. Alors, il n'est pas toujours simple pour un maire de maîtriser tout ce que signifie lancer un projet, par exemple d'aménagement ou la construction d'un équipement, notamment dans des petites collectivités. Que fait l'AMF pour aider les maires à mieux s'y retrouver, mieux comprendre de quoi ils retournent? Les maires, effectivement, sont confrontés à des difficultés, aussi bien dans l'approche de la préparation de la maîtrise d'ouvrage que, naturellement, de la maîtrise d'œuvre dont c'est sa responsabilité. Donc il y a toute une partie en amont de conseil et de préparation sur les avant-projets sommaires, sur les avant-projets détaillés, puis ensuite sur la définition du cahier des charges. En réalité, pour que l'équipement corresponde vraiment à l'idée que s'est fait le maire avec son conseil municipal, après discussion avec la population, après avoir fait une évaluation de l'enveloppe financière, après avoir discuté avec ses services techniques, et pour que cet équipement corresponde le plus sincèrement possible à l'idée initiale présentée à la population, il faut effectivement tout un processus de décision avec un accompagnement technique, avec une très bonne expertise, avec un examen qui évidemment amène à regarder un peu partout. Vous avez très souvent des mauvaises découvertes s'agissant des fouilles archéologiques, vous avez très souvent une identification d'un mauvais vieillissement d'un matériel, vous avez aussi des parts aléatoires qui sont liées notamment au coût des matériaux, des matières premières. Donc on est quand même tributaire de beaucoup de paramètres qu'on ne maîtrise pas. Donc pour cela, il y a les conseils en amont, il y a des spécialistes qui existent, et le rôle de l'AMF, sur ce point comme sur beaucoup d'autres, c'est de faire de la formation sur la technique juridique, sur la technique budgétaire, mais aussi sur la technique des matériaux. Donc c'est le rapprochement avec des experts. Ce sont également des sessions de formation qui permettent de marier plusieurs métiers pour bien comprendre comment réaliser et réussir ces enjeux. Et puis il y a aussi des points qu'il faut toujours surveiller, notamment toute la partie architecturale, où là on part sur une enveloppe à un instant T,
Et très souvent, on les explique que pour X raisons, il y a des dérapages. En général, une forme de tolérance un peu surprenante qui va de plus 10, plus 12, plus 14%. C'est assez choquant pour les élus qui découvrent ça pour la première fois. Ça l'est toujours pour ceux qui sont comme moi en place depuis 20 ans. Et je crois que là aussi, ils font un encadrement, une préparation et en fait être extraordinairement rigoureux pour qu'il n'y ait pas de dérapage de l'enveloppe budgétaire. Sachant que, dans le contexte que nous traversons aujourd'hui, comme il y aura beaucoup moins de commandes publiques, il y a évidemment beaucoup d'exigences de la part des élus pour que l'enveloppe budgétaire financée soit une enveloppe budgétaire respectée par tous les acteurs qui accompagnent le projet de l'équipement public. Monsieur Asselin, donc par rapport à justement tous ces points, quel peut être le rôle de l'économiste, son apport? Eh bien, comme vient de le souligner le président Barouin, effectivement, c'est le cœur de notre métier, c'est-à-dire d'être en amont des projets, de les suivre, de les contrôler, et puis d'être surtout à côté du maître d'ouvrage, défendre ses intérêts. Et nous militons depuis de longues années pour que l'économiste soit une personne indépendante. Et même parfois, et même souvent, nous souhaiterions qu'il soit indépendant de la maîtrise d'œuvre, pour qu'il défende réellement les intérêts du maître d'ouvrage. Effectivement, il y a des projets qui peuvent déraper, pour des raisons X ou Y, qui sont des fois très nombreuses, et qui sont souvent explicables. Alors, pour éviter ces dérapages, eh bien, il faut s'encadrer d'experts, effectivement, correctement formés. Et j'ajouterais même, pour les petites communes qui construisent peu ou rarement, il n'est pas inutile de s'adjoindre justement l'aide d'un spécialiste qui, lui, a souvent dans son panel d'activités, de son expérience rencontrée, des possibilités d'éclaircissement et de mise à jour des données qui peuvent parfois être erronées pour les gens qui construisent peu. Voilà. Alors, on dit souvent justement que pour la construction, notamment de logements, c'est freiné, entre autres, je ne parlerai pas de budget parce qu'on l'a déjà vu, mais aussi par des pesanteurs administratives, des normes en tout genre, des délais d'instruction qui peuvent être longs, des aléas judiciaires avec des recours. Qu'en pensez-vous? C'est aussi un élément fort, par exemple, toutes ces normes Les normes, un chiffre, depuis 2014, l'addition des normes proposées par l'État, c'est-à-dire soit les administrations centrales, souvent les ministères d'ailleurs, plus des organismes extérieurs, enfin bref, toutes les administrations publiques à l'échelle nationale, ça représente un coût d'1,4 milliard rien que depuis 2014. C'est-à-dire en 15 mois, il y a eu une production d'1,4 milliard imposée aux collectivités locales. Donc il y a 1,4 milliard à trouver en plus. Notre autofinancement va passer de 8 milliards à 1 milliard en 2 ans. Donc vous voyez bien la difficulté, la tension et l'effet de ciseau budgétaire que ça représente. Ensuite, les autres normes, vous avez raison, il y a des critères aussi qui sont juridiques et très très puissants, qui sont des critères de dimension européenne liés à la direction de la concurrence. Et le commissaire à la concurrence, qui est une Danoise, est très vigilante là-dessus, elle a raison. La problématique des appels d'offres, la traçabilité de l'argent public, le contrôle des chambres régionales des comptes, effectivement les interventions en justice par telle ou telle association ou tel contribuable qui a raison ou a tort, mais en tout cas est en situation de saisir un tribunal administratif, et puis ensuite vous avez une cour d'appel administrative, et puis si ça ne suffit pas, il y a le Conseil d'État derrière. Donc vous pouvez avoir un projet présenté au début de mandat qui, à raison de l'addition de toutes ces interrogations, de ces interpellations ou de ces procédures, peut amener à la fin du mandat 6 ans plus tard à ne pas voir le jour, et pourtant des engagements ont été pris devant la population, des engagements ont été pris devant le Conseil, des engagements, voire même des mandats financiers ont été donnés à des acteurs économiques et qui se retrouvent dans des situations d'impasse. Donc ça fait partie aussi des sujets sur lesquels l'AMF travaille pour la meilleure formation possible des élus, mais doit aussi s'adjoindre les services de spécialistes qui permettent dans toutes les directions budgétaires, administratives, juridiques, d'orienter de bons conseils pour une bonne marche d'un projet. Mais c'est de plus en plus difficile, parce que les collectivités n'échappent pas à l'évolution de la société, c'est-à-dire qu'il y a une judiciarisation globale des procédures et des initiatives de la société qui acceptent de moins en moins toute une série de contraintes. C'est une évolution, on doit en prendre acte et nous adapter aussi en conséquence. Monsieur Asselin, est-ce que c'est aussi quelque chose que vous constatez à votre niveau, au niveau des économistes de la construction? Pour les normes, nous sommes dans un pays où on adore les normes. C'est-à-dire que tout le monde ne veut pas de normes, veut simplifier, mais curieusement, on en rajoute toujours une couche. Effectivement, alors, est-ce que je ne suis pas, je dirais, sociologue, mais c'est une évolution de la société. Est-ce que ça vient du phénomène de précaution, enfin, que sais-je? Mais effectivement, c'est extrêmement compliqué de faire machine arrière. Alors, il est beaucoup question en ce moment, alors même qu'on parle bien sûr de baisse des dotations, mais en même temps de favoriser les maires bâtisseurs. Que pensez-vous des mesures prises dans ce sens?
Elles sont contradictoires avec la loi de programmation des finances publiques. Vous ne pouvez pas réduire de manière très significative le transfert de l'argent que l'État doit aux collectivités locales et avoir une ambition pour qu'il y ait des maires bâtisseurs. Ça veut dire quoi d'ailleurs des maires bâtisseurs? Qui est une expression assez curieuse parce qu'elle peut aussi choquer autant qu'elle peut accompagner et qu'elle peut enthousiasmer certains. En réalité, ce sont des maires qui sont au service du développement de leur territoire. Et le territoire, il passe aussi bien par l'aménagement d'un parc de développement économique, qui est tout simplement de la mise à disposition de foncier pour du développement d'entreprise, comme par la construction d'un hôtel d'entreprise, comme par une politique de requalification urbaine ou de renouvellement urbain qui passe par des destructions de tours et de reconstruction de logements sociaux. Ça se fait en général à l'échelle des agglomérations. Vous avez des plans locaux d'habitat qui permettent de mieux équilibrer dans le domaine social le pourcentage justement toléré ou tolérable de logements sociaux par rapport à la population globale. Donc tout cela, évidemment, est assez contradictoire. Si on part du principe qu'il y a moins 30% d'investissement, le mandat 2014-2020 ne sera pas un mandat de maire bâtisseur. Ce sera un mandat de maire gestionnaire, de figures imposées avec moins de moyens et qui essaieront de faire ce qu'ils peuvent pour remplir la mission qui leur a été confiée, c'est-à-dire au moins d'assurer la cohésion sociale sur leur territoire. Si on revisite cette loi de programmation des finances publiques et qu'on comprend bien que la chute libre de l'investissement public sera avec de fortes conséquences pour l'économie de notre pays, alors il peut y avoir effectivement une relance de la construction. Or, les textes qui ont été mis en place en ce début de législature sont des textes qui ont amplifié le blocage global de la sortie des projets. Il y a un retard énorme de la production de logements sociaux dans notre pays, de la production de logements en général et de construction en particulier. Le nouveau texte de l'année 2015 devrait peut-être certainement favoriser le développement de nouveaux projets, sauf qu'on sait très bien, et les spécialistes le savent mieux que quiconque, les acteurs de ce marché savent très bien qu'entre le moment où il y a la décision de l'impulsion et le moment où il y a la réalisation, il se passe au moins 18 mois. Donc il y a au moins 18 mois de quasiment blanc entre le moment où nous parlons, c'est-à-dire la sortie de l'été 2015, et la réussite de l'opération qui nous amènera probablement à l'été 2017. Et donc effectivement, cette vision de l'année 2015-2016 pour les économistes? Alors 2014, je vais recommencer déjà en arrière, on va parler effectivement de la production de logements. On a réussi à frôler les 450 000, 480 000 logements il y a déjà plus de 5 ans. C'est quasiment la seule année en 30 ans. Donc on estime à peu près un déficit de logement globalement à 1 million. Bon, alors si on voulait rattraper ce déficit, il faudrait en produire minimum 500 000 par an pendant quasiment 15 ans. On s'aperçoit que le maillage du territoire est complètement disparate entre certaines collectivités. Il y en a qui ont trop de logements sociaux, il y en a qui n'en ont pas assez, pour des raisons qu'on connaît, plus ou moins, bien sûr, les normes, on peut revenir sur les normes, et puis il y a eu aussi des maladresses, notamment la loi Allure. On a perdu du temps. Et voilà, comme disait M. Barouin, eh bien, 18 mois pour relancer le bateau, eh bien, on a déjà perdu 2 ans avec la loi Allure. On relance maintenant. Ben, on espère que dans 2 ans, mais dans 2 ans, ne sera-t-il déjà pas trop tard pour des entreprises?